Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler d'une partie un petit peu moins joyeuse concernant les maladies parasites que l'on peut trouver sur nos orchidées en culture. Euh, dans la nature, les orchidées vivent en harmonie avec leur environnement. Elles sont très disséminées dans l'espace et généralement, on voit très peu d'attaques parasitaires, hein. Pour ma part, j'ai pas souvenir d'avoir vu de parasites sur des orchidées in situ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, bien évidemment, mais c'est plutôt quelque chose d'assez rare. Et en tout cas, bon, si une plante est vraiment infestée par un ravageur ou subit une pourriture, elle a peu de chances de contaminer ses congénères. Là, l'idée, ça va être bien sûr de passer de cette harmonie naturelle pour nos orchidées à des problèmes en culture, chez nous, alors que ce soit à la maison, dans une véranda, dans une serre. Et surtout, de ne pas avoir des problèmes comme ces grosses cochenilles qu'on peut voir prises ici en situation en Guadeloupe. Bon, ça, heureusement, on n'en voit pas dans nos cultures. Ce sont des cochenilles monstrueuses. Je n'avais jamais vu des insectes aussi gros pour ce type. Elle faisait presque 2 centimètres. Donc, elle ne passe pas inaperçue en tout cas. Et tant mieux, on ne voit pas ça chez nous. Alors, je dirais que la première chose à faire, quand on achète, des plantes, alors que l'on achète ou que l'on échange, hein, je reviendrai, je vais préciser là-dessus ce point. Quand on achète des plantes, alors bien sûr en direct auprès d'un horticulteur, on voit rapidement, l'aspect de la plante, l'état, du feuillage essentiellement, si la plante tient bien dans son pot. Enfin bon, ça, c'est facile d'éviter les problèmes. Et puis, je dirais que concernant l'achat de plantes auprès de nos producteurs européens, je ne crois pas que l'on puisse craindre vraiment des problèmes. C'est vraiment exceptionnel, mais il faut toujours voilà, être sûr de son achat. Là, je dirais plutôt, c'est dans le cadre de ce que disait tout à l'heure Philippe, dans l'achat à distance, surtout de plantes qui viennent de contrées lointaines, de contrées exotiques notamment. C'est pas que les horticulteurs travaillent forcément mal, mais ils vivent et ils travaillent et ils cultivent dans un environnement qui est quasi naturel. Les plantes sont entourées en gros des mêmes ravageurs, des mêmes parasites qui sont dans la nature. Donc, c'est là où il faut être très prudent. Donc, c'est le cas ici de plantes acquises auprès de producteurs sud-américains. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment d'ausculter sa plante à réception, de vraiment regarder l'état du feuillage, surtout, je dirais, au niveau des gaines, entre les gaines et les pseudobulbes. C'est souvent là que de nombreux parasites se cachent, surtout des cochenilles. Donc là, soyez très prudents. Et puis, dans le cas de plantes qui soient vraiment infestées, vraiment douteuses, il faut les refuser immédiatement. Vous prenez un cliché, vous envoyez ça avec le courriel de réclamation. Moi, ça m'est arrivé, hein, en général, bon, la plante est remplacée lors d'une autre commande ou d'une autre exposition où vous pouvez les rencontrer. Donc ça, c'est vraiment important, hein. Ne laissez pas des plantes douteuses rentrer dans vos collections, hein. L'idée, là, c'est vraiment de ne pas laisser entrer le loup dans la bergerie. Tout à l'heure, je vous ai montré une énorme cochenille, mais parfois elles peuvent être minuscules. Il y a une cochenille qui affecte surtout les broméacées, qui s'appelle la cochenille crotte de mouche. C'est pour vous dire un peu la taille de la cochenille. C'est vraiment minuscule, ça passe inaperçu. Donc, le contrôle visuel, il se fait notamment au niveau des zones douteuses avec une loupe qui grossit au moins 10 fois. Et voire même quand il y a plus la suspicion de présence d'acarien ou d'autres insectes, là, il faut carrément confirmer avec une loupe binoculaire. Donc, voilà, c'est bien de s'équiper, ça ne coûte pas très cher, une loupe binoculaire, mais quand on a déjà une petite collection, ça mérite la dépense. Et puis, même dans le cas
d'un contrôle visuel négatif, ce que je souhaite bien sûr pour tous lors de ces achats, c'est de faire un traitement préventif. Là, c'est important. Alors, je ne donne aucun produit de traitement d'origine chimique, hein, aucun pesticide. Je vous donnerai des petites astuces uniquement avec des moyens très simples, on va dire, entre guillemets, les plus respectueux pour l'environnement, les plus biologiques, si on peut dire. Mais ceci dit, là, dans la recette que je vous donne, ce traitement préventif à base d'eau, de savon noir et d'huile essentielle de cannelle n'est pas anodin. Je tiens à préciser que les huiles essentielles sont des concentrés quand même de chimie biologique, et notamment pour la cannelle, vous avez des problèmes de photosensibilité ou également de corrosion. Quelques gouttes d'huile essentielle de cannelle dans un récipient en plastique, eh bien, au bout de quelques heures, vous avez un trou dans le récipient. Donc, ça n'est pas anodin. Faites très attention, il faut se protéger les mains avec, comme vous pouvez le voir à gauche, des gants dédiés au traitement, en nitrile notamment. Et puis, donc, la qualité aussi des éléments comme le savon noir, il faut prendre du savon noir de qualité culture biologique. Hein, ne prenez pas le savon noir lambda qu'on trouve dans le commerce courant et qui possède souvent des additifs. Hein, il faut vraiment prendre à chaque fois des produits qui sont les plus purs possibles. Donc, ce traitement se fait facilement, hein, par trempage. Comme je précise, on ne trempe pas les racines avec ce genre de traitement parce que vous pouvez les détruire, les brûler. C'est quand même assez corrosif, hein, légèrement corrosif, je dirais, et les racines des orchidées agissent comme des éponges. Donc là, vous risquez d'avoir des problèmes. Et puis, n'hésitez pas à nettoyer les gaines, surtout l'endroit entre les gaines et les pseudobulbes, au pinceau. C'est très important. Voilà. Alors, on peut le faire aussi en pulvérisation, mais c'est peut-être un petit peu moins efficace. Donc, vous laissez la plante ressuyer. Là, vous voyez qu'elle est en racine nue, donc après, une fois que la plante est ressuyée, c'est-à-dire sèche et manipulable, il sera temps de la rempoter. Alors, dans le cadre de plantes que vous achetez qui sont en pot, alors, généralement, si elles viennent de l'étranger, des pays tropicaux, elles sont à racines nues. Parfois, il y a des plantes quand même qui sont en motte, plus rarement pot, mais faites bien attention. Défaites le substrat de manière à vérifier qu'il n'y ait pas non plus d'escargots, de limaces ou de cafards, différents insectes qui peuvent se cacher à l'intérieur. Donc, la vérification de l'état sanitaire, comme je l'ai dit précédemment, le contrôle visuel, hein, c'est très important. Et puis, vous voyez à droite, là, c'était le cas d'une plante qui provenait du Pérou, achetée en France lors d'une exposition. Et effectivement, cette gaine était très abîmée et j'ai eu la surprise. C'est la seule chose que j'ai trouvée, hein. Il n'y avait rien d'autre. La plante était très propre, mais il y avait cette petite limace grise, hein, très semblable à ce que l'on trouve chez nous, mais allez savoir, c'est peut-être une limace invasive, dangereuse pour les cultures. Donc, bien évidemment, il faut les éliminer. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Notamment, en plus, une limace peut pondre à elle-même de nombreux œufs et vous envahir peut-être votre collection. Donc, surtout prudence là-dessus. Vous voyez, la taille de la limace, c'est vraiment minuscule. Ça fait 2 mm à peu près, 2-3 mm maximum. Alors, pour avoir des plantes en bonne santé, éviter qu'elles ne soient malades ou parasitées, il faut qu'elles soient bien cultivées. Alors ça, c'est bien sûr, on l'espère tous, c'est le but premier de nos collections, c'est bien cultiver les plantes pour qu'elles soient belles, fleurissent. Là, on peut voir sur la photo de gauche l'importance du substrat. Là, c'était le cas d'une plante qui était restée très longtemps dans le même pot, avec le même substrat. Je crois que le dernier empotage avait plus de 5 ans, ce qui fait quand même beaucoup. On s'aperçoit que le substrat est réduit à l'état quasiment de compost. Donc là, la plante était un petit peu en train de souffrir. Le système radiculaire ou racinaire était assez abîmé, mais la plante était en pleine pousse et puis de nouvelles racines apparaissaient. Donc, il était vraiment grand temps de la rempoter. Donc, faites bien attention au rythme des rempotages. En général, on rempote les orchidées
à peu près. Alors, certaines espèces qui poussent rapidement, qui colonisent très vite leur substrat, doivent être rempotées plus fréquemment. Je pense aux Thumia ou aux Pléiones, qui elles sont rempotées tous les ans. Par contre, d'autres plantes ont besoin d'être tranquilles, hein. On les laisse s'installer, il faut leur laisser plusieurs années pour qu'elles soient bien, qu'elles colonisent bien le substrat et qu'elles s'installent de manière à fleurir, hein. Certaines plantes, lorsqu'elles sont empotées trop fréquemment, finalement, sont rebelles à la floraison. Donc, faites bien attention à cette chose. Dans l'importance du substrat, bien évidemment, eh bien, choisir celui qui est le plus adéquat à votre orchidée. Donc, en général, les orchidées qui ont des racines très fines ont besoin souvent de plus d'eau au niveau des composants du substrat. Donc, moi, je privilégie plutôt la sphaigne et l'écorce, des substrats plutôt très naturels, absolument rien d'artificiel, pas de polystyrène, pas de différents éléments comme ça qui ne sont pas compostables en tout cas. L'asphène en plus là a un autre intérêt, non seulement elle délivre pas mal d'humidité quand la plante est en grande pousse, mais surtout elle permet de récupérer des plantes qui sont très abîmées, qui ont peu de racines. Là c'est un peu le cas, hein, c'est limite, mais donc l'asphène est un substrat très sain, hein. On peut l'employer même pur et j'ai souvenir au Jardin Luxembourg d'avoir récupéré comme ça des plantes qui étaient très abîmées, hein, qui nous venaient du Vietnam suite à une saisie douanière et des Paphiopilum étaient quasiment déshydratés et on a pu en sauver les 2 tiers grâce à la semaine. Alors bien sûr, il faut faire attention à l'arrosage, à tout ça, on va en parler après. Le choix du contenant a son importance également. Bon, là, vu que la plante a un petit peu souffert, il faut qu'elle se retape et un panier qui est donc très aéré, qui permet le passage de l'eau, va favoriser la reprise de la plante. Autrement, pour ce type là c'est un maxillarien, hein, normalement on peut les cultiver en pot sans aucun inconvénient, mais lorsque la plante est en pleine forme, là il fallait vraiment la rétablir un petit peu. Donc vous voyez, même des plantes qui sont parfois un petit peu en danger, parce qu'on les a oubliées, on les a négligées, ou le substrat est de mauvaise qualité, donc il se dégrade très vite, il retient trop l'eau. Et au final, on se retrouve avec une plante très abîmée au niveau des racines et qui peut finir par pourrir. Donc, le choix du substrat et du contenant ont leur grande importance. Alors, bien évidemment, il y a aussi l'arrosage, la qualité de l'eau, tous les éléments qui font la culture des orchidées. La température aussi, hein, là, la diapositive parle du climat, hein, bon, une image à gauche où on voit effectivement avoir sa petite serre en plein hiver, eh bien, c'est pas évident, surtout quand il fait très froid, mais avec des équipements de base comme chauffage, indispensable, bien évidemment, et puis d'isolation, on arrive quand même à obtenir des températures acceptables pour une très grande diversité d'orchidées. Je dirais qu'au niveau du climat, là, une fois de plus, bon, on considère trois catégories d'orchidées, celles de serre froide, de serre tempérée et de serre chaude. Je dirais que la grande majorité des orchidées peuvent être cultivées en un seul climat qui est le climat tempéré. Donc, non seulement ça vous permet des économies d'énergie, des dépenses de chauffage, mais également cela limite les attaques parasitaires. Parce qu'il faut savoir que la plupart des parasites que nous avons sur les orchidées sont souvent d'origine exogène. Ils viennent des pays tropicaux, hein, ils ont été ramenés avec des plantes tropicales, pas forcément des orchidées, mais pour la plupart, je pense à la majorité des cochenilles, certains acariens sont vraiment exotiques, au contraire des tripes et autres qui sont bien de chez nous. Donc là, autant le climat est assez, entre guillemets, assez facile à gérer en période hivernale, autant, comme on voit à droite, là, ce sont les serres de Kew Garden, près de Londres, autant en été, là, par contre, ça peut être beaucoup plus difficile. Je dirais que c'est finalement la période estivale qui est la plus délicate, puisque les températures peuvent monter très fortement, surtout quand on cultive sous une serre ou sous une véranda.
Pas l'été dernier, mais les 2 précédents ont été particulièrement très chauds. Moi, je sais que j'ai une petite serre de 12 mètres carrés. Je me suis retrouvé avec des températures qui ont dépassé les 40 degrés. Or, à savoir, au-dessus de 40 degrés, les plantes commencent à souffrir, hein. Elles arrêtent leur végétation, elles se mettent vraiment en stand-by. Ce sont des températures extrêmes et ces températures extrêmes peuvent causer des dégâts sur le feuillage, peuvent aussi favoriser les attaques parasitaires, comme je le disais, les thrips et les échinothrips qui sont de redoutables ravageurs des cultures. Donc, l'importance de bien gérer son climat et plutôt cultiver avec des climats, des températures tempérées, même tempérées froides. L'ouverture sur l'extérieur, bien sûr, dès que la belle saison arrive, donc une fois que les gelées ne sont plus à craindre, à la belle saison, on peut et on doit même, si possible, bien évidemment, si on a la chance d'avoir un jardin, sortir ses orchidées, à moins de posséder une serre papillon, comme nous voyons à gauche là au jardin botanique de Tours, serre peu fréquente en horticulture, qui doivent être utilisées plus dans des cas très spécifiques ici, donc pour une collection botanique. Mais il est vrai que l'avantage de ce type d'ouverture, c'est une aération en plein, hein. L'aération, la ventilation sont des éléments aussi importants dans la culture de nos orchidées. Cela permet de balayer les feuilles et enlever les lames d'eau qui favorisent les attaques cryptogamiques. Et puis surtout, on va en parler après, mais d'accueillir la faune naturelle qui peut nous aider à lutter contre les ravageurs. Alors, les orchidées en plein air, oui, mais bien sûr à l'ombre, hein, à l'ombre d'un arbre, parce que toutes nos orchidées tropicales, même si certaines vivent dans leur environnement naturel en quasi plein soleil, sous nos climats, il est un peu difficile de les remettre dans les mêmes conditions. Donc, faites bien attention à toujours les protéger à l'ombre d'un arbre ou d'une ombrière, et également dans le cas des grêles qui sont des orages de grêle qui ne sont pas rares sous nos contrées et qui font de très gros dégâts, hein. J'ai vécu ça et effectivement, c'est un peu la frayeur, même quand les orchidées sont sous un arbre, d'aller les récupérer avec 1 centimètre de grêlon sur le pot, ça fait toujours bizarre. Et on a souvent des traces pendant longtemps encore des impacts de graisse sur le feuillage et les pseudobulbes. Alors, les orchidées en plein air également ne doivent pas être au sol. J'en reparlerai au niveau des phalaenopsis, mais les limaces escargots, imaginez bien, se font un régal de toutes nos plantes et surtout de certaines, comme les phalaenopsis, qui sont un vrai régal pour eux. Alors, favoriser les auxiliaires. Donc, les auxiliaires, ce sont tous les insectes qui sont présents dans la nature, chez nous, dans notre pays. Ils sont une grande aide, hein. Quand vous avez une plante qui est parasitée par des cochenilles, par exemple, à partir du moment où les températures extérieures sont à plus de 15 degrés dans la journée, vous pouvez sortir vos plantes et vous verrez qu'elles sont nettoyées très rapidement, hein. Alors, pas besoin de surveiller qui vient pour la nettoyer, mais vous pouvez faire confiance à de très nombreux insectes que nous allons voir un petit peu après, qui sont présents et qui viennent très facilement nettoyer nos plantes. Au bout de 8-10 jours, souvent, il n'y a plus rien. Donc, c'est une bonne chose à savoir. Mais pour les attirer, il va falloir aussi que son lieu de culture soit accueillant. Alors, avoir une serre propre, ça, c'est indispensable. Bon, comme vous voyez, la photo de gauche, la serre froide au Jardin du Luxembourg, bon, on voit les allées sont bétonnées, tout est en acier, le vitrage est propre, ce sont des serres très bien entretenues, mais peut-être presque un peu trop, je dirais, pour favoriser l'accueil des auxiliaires. Il faut végétaliser les serres. Alors là, il y a des essais qui sont en cours au Jardin de Luxembourg, avec notamment cette plante, Pilea nullarifolia, sous tablette, de manière à améliorer l'atmosphère et puis aussi à pouvoir offrir un refuge donc aux auxiliaires. Alors,
on ne peut pas planter n'importe quoi non plus dans une serre d'orchidée. Dans une serre d'orchidée, il est bien de diversifier les végétaux, parce que c'est un petit peu le problème de cultiver que des orchidées, c'est de la monoculture finalement. Et vous ne favorisez pas non plus l'arrivée des auxiliaires. Donc, végétaliser avec d'autres plantes, c'est une bonne chose. Donc, sous tablette, hein, on peut aussi, ils sont en train d'installer également du Tradescantia, donc des essais qui sont intéressants, qui, bien sûr, on ne va pas mettre des plantes qui elles-mêmes sont attractives pour des parasites. C'est pour ça que quand je dis serre propre, c'est dénué des adventices, par exemple les laitrons qui peuvent s'installer assez facilement et qui sont une plante très attractive pour les aleurodes ou les trips. Donc ce type de plante, il faut absolument l'éliminer. Par contre, dans la diversité végétale, on peut non seulement installer des fougères, des bégonias, un tas de plantes plutôt évaporantes, c'est-à-dire qui vont améliorer en transpirant l'ambiance générale, puis installer des plantes carnivores. C'est une pratique qui se faisait au XIXe siècle, notamment avec les pinguicula, qui sont des plantes assez efficaces pour attraper, entre autres, les mouches du terreau. Alors, les mouches du terreau, ce n'est pas non plus le ravageur le plus embêtant pour nos orchidées. Par contre, les larves peuvent nuire aux racines des jeunes plantes, hein, et également aux jeunes repiquages d'orchidées. Donc, c'est un moyen, hein, de les éliminer. Et en plus, il y a un certain charme pour ces plantes carnivores, notamment cette floraison de Pinguicula. Là, je n'ai illustré que celle-ci, mais vous avez bien sûr les Drosera. Vous avez une grande palette de plantes carnivores qui sont tout à fait cultivables associées avec les orchidées. Les Nepenthes également, qui sont intéressants dans le sens où ils peuvent capturer des proies plus importantes comme les cafards ou des guêpes, des très grosses guêpes, des frelons, donc pas inintéressant. Donc, pour favoriser ces acariens, eh bien, c'est d'ouvrir au maximum son lieu de culture, hein, comme je l'ai dit. Si on n'a pas de serre papillon, on peut ouvrir en grand. On peut peut-être déposer aussi les pieds droits vitrés, au moins pour la belle période, ouvrir en l'aération, bien évidemment, ou carrément sortir ses plantes. Un élément important aussi, c'est, alors en général, quand on a une serre installée dans un jardin, on a quand même des fleurs autour, mais il faut vraiment fleurir les alentours de la serre, notamment avec des plantes de la famille des Astéracées, hein, anciennement les composés, qui sont très nectarifères. Il faut savoir que la plupart des insectes auxiliaires ont des comportements différents entre le stade larvaire et le stade adulte. Normalement, les cirfes et également les chrysopes ont des larves qui sont très voraces et qui vont détruire de très nombreux insectes parasites. Par contre, les adultes ont un comportement différent. Ils vont plutôt se nourrir de pollen et d'autres substances diverses. Donc, fleurir, avoir des plantes très nectarifères, ou mellifères peut être très intéressant dans l'accueil de ces insectes auxiliaires. Alors, pour ça, je parlais de serre propre aussi, mais ne faites pas la chasse à la moindre bestiole qui bouge. Vous voyez à gauche des trombidions, qui sont des acariens, mais on les confond souvent avec des araignées rouges. Les pauvres, et malheureusement, je crois qu'ils sont souvent écrasés, alors que ce sont des acariens, pardon, qui sont eux-mêmes des chasseurs d'acariens. Alors, reconnaître en gros un acarien utile, entre guillemets, hein, et d'un acarien prédateur. En général, les acariens utiles, qui sont des chasseurs d'acariens, sont très mobiles, ils bougent très vite. Ça, c'est un indice. Ils sont tout le temps en chasse, à la quête d'une nouvelle proie. Alors que les acariens qui sont piqueurs aux plantes, eux, sont souvent très immobiles, hein. Une fois qu'ils ont vidé les contenus cellulaires, ils vont voir un petit peu plus loin, mais ils sont très, très peu mobiles. Donc, les trombidions, vous avez également chez les araignées, les salticies,
qui sont des araignées sauteuses, hein, on en a partout, souvent même dans nos maisons. Insectes, pardon, acariens très utiles qui sont des grands chasseurs d'acariens et d'insectes divers et variés. Pour les insectes, nous avons les cirfes, elle est à droite, donc. Là, vous voyez, c'est l'adulte qui ressemble, en fin de compte, c'est une mouche, la cirfe. Une mouche qui ressemble à une guêpe, hein, c'est un peu déguisé, peut-être pour être moins importunée que les autres mouches. En tout cas, elle-même est une grande chasseuse, et surtout ses larves, qui sont voraces, détruisent énormément de pucerons et de cochenilles. Vous voyez que l'adulte, lui, est attiré par des fleurs qui ont souvent une couleur très sombre, là uniquement le label, sur ce Maxillaria hematoglossa, et en plus les odeurs un petit peu douceâtres, pas fétides, mais un peu doucereuses, un peu spéciales, odeur de champignons, de vinasse, et elles y déposent leurs œufs. Et ce faisant, comme vous pouvez le voir, la cirfe entraîne des pollinies avec elle. Bon, là, le but, ce n'est pas de rechercher la pollinisation par des insectes auxiliaires, bien évidemment. Et puis, dans les insectes auxiliaires, les coccinelles, hein, on ne les présente plus, hein, elles sont très connues des amateurs de jardins biologiques, coccinelles bonnes à tout faire. Là, je pense que celles qui sont à gauche sont des coccinelles asiatiques. Alors, je les ai trouvées dans mon jardin. Elles ont été introduites, hein, pour la lutte biologique, et maintenant elles s'installent un petit peu au détriment de nos coccinelles européennes. Donc, c'est toujours le côté délicat d'introduire de nouveaux auxiliaires venus de pays étrangers. En tout cas, les coccinelles sont très efficaces. Les larves, comme les adultes, consomment une très grande gamme de parasites, mais les larves sont beaucoup plus voraces, hein. En général, les stades larvaires ont besoin de grandir et sont beaucoup plus affamés que les adultes qui, eux, sont polyphages et puis surtout pensent à se reproduire pour la génération suivante. Donc leur durée de vie est un peu courte après le stade larvaire. À droite, nous avons une chrysope, la demoiselle aux yeux d'or. Alors, c'est vraiment, je dirais, dans les auxiliaires naturels qui sont présents chez nous, dans nos jardins, l'une des plus efficaces. La larve est extrêmement vorace. Je dirais même, attention à ne pas les prendre dans vos mains parce que ça ressemble à une petite chenille floconneuse et elles ont des mandibules très puissantes. Je me suis déjà fait mordre et je peux vous dire qu'on sent la morsure. Donc, les chrysopes sont des insectes polyphages. Les stades larvaires consomment aussi bien des pucerons que des acariens, des thrips, des cochenilles. Donc, c'est vraiment, je dirais, le plus grand nettoyeur que l'on puisse trouver. Et je pense que souvent, quand on sort les orchidées dans nos jardins pour les nettoyer, parce qu'il y a des cochenilles farineuses ou je ne sais quoi d'autre, ce sont souvent les chrysopes, surtout au printemps-été, qui viennent faire le nettoyage. Donc vraiment des insectes très très utiles et qu'il faut savoir accueillir dans son jardin. Alors il y a les hôtels insectes, hein. Bon, ça c'est un petit peu commercial. Je vous dirais que si vous avez un jardin très naturel, avec un peu de bois, un tas de bois qui reste dans un coin un peu négligé du jardin, un tas de compost et un abri de jardin, en général, vous avez des insectes auxiliaires qui arrivent à s'abriter pour la mauvaise saison. Alors, faire le diagnostic des maladies parasites. Alors, autant les parasites, souvent, sont faciles à reconnaître, tout du moins dans les grandes généralités. Nous avons sur le cliché de droite des pucerons noirs de la fève sur une licasse. Je ne sais pas si on les voit très bien, mais on voit des petits points noirs qui sont sous le label. Alors voilà, qui sont sous le label de cette licasse. En plus, noir sur jaune, c'est quand même assez visible. Ils ne sont pas très discrets. Donc ça, c'est facile à diagnostiquer. Par contre, sur la plante de gauche, sur ce Rhynchostylis, qui a une très belle floraison, hein, qui n'a pas l'air d'être affectée au niveau de la floraison. Mais par contre, les feuilles, vous voyez, sont très abîmées.
les anciennes feuilles. Alors là, est-ce une attaque cryptogamique du type Cercospora ou d'autres champignons de ce type qui attaquent au niveau des feuilles, ou est-ce une virose? C'est difficile à dire. Alors, les anciennes feuilles sont abîmées. Par contre, les feuilles de l'année étaient très belles, saines. Alors, souvent, il faut attendre quand même un petit peu pour avoir confirmation. Si c'est une virose, normalement, les feuilles du dessus vont finir par être tachées également au bout de quelques mois. Et si c'est une attaque cryptogamique qui a été jugulée par un traitement, eh bien, normalement, ça ne devrait pas progresser plus que ça. Alors, c'est toujours en difficulté, surtout pour les maladies, de poser le bon diagnostic. Alors, pour ces maladies, je dirais qu'en règle générale, on n'a pas trop de choses à craindre dans la culture des orchidées. Ce qui peut arriver, ce sont des pourritures. Alors, deux types de pourritures. Pourriture cryptogamique, donc des champignons comme les Phytophthora ou les Pythium qui peuvent attaquer le système racinaire, voire les pseudobulbes ou les rhizomes. Ça, c'est le cas de plantes affaiblies, de plantes qui ont été trop arrosées, dans une atmosphère trop humide, qui ont été blessées. Il peut y avoir beaucoup de cas de figure. Quand la plante présente les premiers symptômes, on peut la sauver. Il faut bien sûr alléger les arrosages, voire les supprimer. Il faut saupoudrer de cannelle moulue les parties qui sont affectées. Et puis, on va dire, pousser un petit peu plus ce chauffage, ventiler, aérer, de manière à sécher un petit peu la plante. Dans le cas présent, sur la photo, là, vous voyez, c'est trop tard, la plante est complètement morte ou quasiment morte. Là, on ne peut plus rien faire. Il faut surtout l'éliminer, la sortir du lieu de culture et la détruire. Ça, c'est important aussi, hein, ne pas laisser des plantes qui sont très abîmées, très parasitées, très malades dans vos cultures. Si vous pensez pouvoir la sauver, isolez-la, hein, mettez-la de côté, protégez-la d'un voile, par exemple, mais surtout ne la laissez pas au milieu des autres plantes qui sont saines. La contamination peut se faire assez rapidement avec des pourritures cryptogamiques ou bactériennes. Il faut vraiment faire attention à ce problème. Mais il y a toujours ces solutions, comme je l'ai dit. Pour ce qui est des pourritures bactériennes, souvent, c'est un peu plus facile à gérer. Là, une fois de plus, c'est une question d'environnement, de climat, hein. Alors, l'humidité du lieu de culture, les températures du lieu de culture. Est-ce qu'on a trop mouillé le feuillage? Est-ce que l'eau était trop froide? Des fois, des chocs thermiques peuvent provoquer ou favoriser des pourritures. Là, dans le cas d'une pourriture bactérienne, souvent liée à Erwinia ou Pseudomonas, eh bien, ça attaque souvent les feuilles et les pseudobulbes. Alors, quand c'est les feuilles, c'est pas trop grave, ça peut s'arrêter assez facilement. Quand c'est au niveau des pseudobulbes, là, c'est beaucoup plus risqué. On peut, comme dans le cas précédent, perdre la plante assez rapidement. Alors, dès qu'on voit les symptômes, bien sûr, il faut alléger ou arrêter l'arrosage, chauffer un petit peu plus le lieu de culture, et puis, une fois de plus, saupoudrer sur les feuilles abîmées de la poudre de cannelle moulue, et sur les pseudobulbes qui sont vraiment atteints, souvent ils pourrissent entièrement très vite, il faut les supprimer, les extraire. Alors, s'il y en a qu'un, on n'est pas obligé de dépoter la plante, on peut trancher le pseudobulbe et puis le retirer, le détruire, et surtout mettre du charbon de bois au niveau de la plaie, hein, ça permet de limiter la contamination, mais en tout cas, il faut agir vite. Mais dans ces deux cas de figure, il y a des solutions et ça ne se traite pas trop mal. Il faut être attentif, hein, je crois que c'est avant tout l'élément principal, bien regarder ces plantes. Alors, les viroses, c'est un autre problème. En ces temps de Covid, je crois qu'on en a un peu tous assez d'entendre parler de viroses. Malheureusement, ça existe aussi sur nos plantes. Même si le danger est moins grand pour nous, même absolument aucun danger pour nous, mais embêtant pour nos cultures. Alors souvent, ces viroses apparaissent sur des cultures assez conséquentes,
Plus on a de plantes, plus on en acquiert et plus on a de risques. Là, vous avez deux. Alors, il y a plusieurs sortes de viroses, hein. Là, les deux principales sont la, le virus de la mosaïque du Cymbidium, qui est à gauche, là, sur des feuilles de Maxillaria. Donc, ça provoque des décolorations longitudinales le long des nervures de la feuille, des colorations jaunes comme ça, blanc, jaunâtre, et puis c'est peut-être aussi sur les fleurs. À droite, nous avons des taches plus circulaires qui peuvent se nécroser. Là, c'est le virus de la tache ronde du l'odontoglossum. Donc ici sur Cattleya, hein, c'est assez fréquent sur ce type de plante, qui peut être, là d'ailleurs on le voit, il y a dû y avoir une attaque de cochenille, on voit quelques petits points jaunes, et alors ces viroses sont souvent transmises, hein, dans les deux cas par des insectes piqueurs-suceurs, essentiellement les cochenilles, hein, qui sont très embêtants, peut-être le thrips également et le puceron. Mais bon, c'est avant tout la cochenille qui est le grand vecteur de ces deux viroses. Et puis également, la manipulation des plantes lors des rempotages, lorsqu'on on supprime des fleurs ou on supprime des feuilles un peu âgées avec un outil qui n'est pas désinfecté, pas stérile, eh bien, on peut transmettre facilement ce type de virose. Alors, le diagnostic est difficile, hein, chez les viroses, pas évident. Et puis, malheureusement, ce que l'on voit de plus en plus, hein, je le vois dans de nombreuses collections privées, c'est cet OFV, l'orchid flake virus, qui est le virus de la moucheture de l'orchidée. Alors, il est connu depuis les années 1970, hein, détecté au Japon sur des cymbidiums. Et, depuis, on en trouve partout. Partout, c'est planétaire, que ce soit en Amérique tropicale, l'Europe, l'Amérique du Nord, il y en a absolument partout, et lié aux échanges de plantes. A priori, ce virus serait d'origine sud-américaine. Il est uniquement transmis par un acarien qui, on le voit sur la photo de droite, est Brevipalpus californicus. Alors, le Brevipalpus californicus est l'acarien qui attaque les cultures d'agrumes en Californie, d'où son nom, hein. Il a été déterminé dans les années 1920 en Californie. C'est une vraie peste. La grosse difficulté avec cet acarien, c'est qu'il est très petit. La plupart des individus mesurent 0,25 à 0,5 mm. Donc, autant vous dire qu'à l'œil nu, on ne le voit pas. C'est difficile de l'observer avant les symptômes, comme nous pouvons voir à gauche. Alors, en fonction des genres d'orchidées, vous aurez des taches qui sont différentes. De gauche à droite, Paphiopedilum. Au centre, Stanopea, et à droite, Neumurea. Vous voyez, bon, on voit quand même qu'il y a des taches brunes nécrotiques qui sont en commun, mais la taille, la dispersion est différente. Donc, une fois que vous voyez des symptômes comme ça, eh bien, ça veut dire que le Brevipalpus s'était déjà bien installé, et malheureusement, avec le risque d'avoir infecté vos plantes avec l'OFV. Ce n'est pas toujours le cas, mais si les taches nécrotiques brunes apparaissent comme ça, il y a de fortes chances. Alors malheureusement, les plantes qui sont infectées avec OFV souvent sont perdues, hein. C'est le cas de la plupart des viroses. Les plantes peuvent vivre encore un certain nombre d'années. Pour les deux premiers virus que nous avons vus, par contre, avec l'OFV, souvent la plante est condamnée au bout de 6 mois, 1 an, elle est très affaiblie, elle ne fleurit plus, et elle finit par dépérir. Donc, il faut de toute façon, dans les cas de virose, détruire vos plantes. Il ne faut surtout pas garder, il ne faut surtout pas échanger, donner des plantes qui ont des taches foliaires. Et ça m'effraie dans les réunions d'orchidophiles ou lorsque je visite des collections privées, c'est de voir des plantes avec ce type d'infection. J'en informe toujours les propriétaires, mais les gens ont un petit peu du mal à sacrifier leurs plantes, à les détruire, et malheureusement, il n'y a que cette solution. Alors pour OFV,
Le Brevipalpus californicus, principal vecteur, est assez jugulable. C'est-à-dire que si vous voyez un début d'infestation dans votre serre sur une plante, tout n'est pas perdu. Le Brevipalpus se traite, se combat comme tous les autres acariens assez facilement avec des acaricides, mais ça je ne vous en cite pas. Par contre, avec un traitement à base de savon noir, comme je l'indiquais en premier, et des huiles essentielles de Nîmes, c'est assez efficace. Voire huile essentielle de cannelle, ça marche aussi. Mais l'huile essentielle de Nîmes est plus acaricide que la cannelle. Donc, normalement, on peut les combattre avec 2-3 traitements espacés de 10 à 15 jours maxi. Vous devez pouvoir éliminer les acariens et surtout, n'oubliez pas, les acariens détestent l'humidité. En général, les attaques se font sous les feuilles. C'est jamais dessus. Donc, si vous mouillez la face inférieure des feuilles, vous les brumisez un peu plus, vous augmentez l'humidité de la serre, normalement, vous pouvez freiner leur extension. Et également, en jouant sur les températures, on sait que pour la plupart des prédateurs, dès qu'on dépasse les 18-20 degrés, on favorise leur développement et leur cycle de reproduction. Donc, plusieurs moyens quand même qui sont à notre disposition. Alors, dans les ravageurs classiques, vous les connaissez, ce sont les cochenilles. À gauche, cochenilles farineuses. On voit, il y a encore des traces entre le pseudobulbe et la gaine, comme je vous disais, c'est les endroits qu'elles affectionnent particulièrement. La cochenille diaspine, alors qui est assez proche de la précédente, sauf qu'on distingue plus facilement deux types d'individus. Là, on n'a que des individus femelles qui sont circulaires et des individus mâles qui sont comme des bâtonnets allongés. Alors ça, c'est plus difficile à voir que les cochenilles farineuses. C'est souvent très caché entre gaine et pseudobulbe. Dès que vous avez ce genre d'insectes sur vos plantes, il faut vraiment les traiter. Alors, si c'est le cas d'une seule plante, il est facile de nettoyer avec un pinceau et de l'alcool à 70 ou avec un pinceau et du savon noir, tout simplement. Alors, bien sûr, il n'y a pas de rémanence comme des produits issus de la chimie, donc vous serez obligé de recommencer parce que vous n'arriverez jamais à tout détruire la première fois. Il ne faut pas hésiter non plus à retirer les gaines comme ici qui sont un peu vieilles, un peu abîmées. Donc en gros, on dénude le pseudobulbe, mais ça permet d'éviter de faire des cachettes aux cochenilles. Donc déjà, avec beaucoup de surveillance et puis ces applications au pinceau, on doit réussir à les juguler. Après, si vous avez plusieurs plantes qui sont atteintes comme ça, il ne faut pas hésiter à faire le traitement du début par trempage ou par pulvérisation avec les mêmes produits. Ça marche très bien. Savon noir et huile essentielle de cannelle pour les cochenilles. Un autre ravageur dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, le thrips. Alors le thrips, lui, thrips des fleurs, il est très commun en Europe. Il attaque une multitude de fleurs issues de la production horticole. Et il aime bien aussi les orchidées, surtout à la belle saison, lorsque il fait chaud, très sec. Donc ça vous donne déjà une indication que bien pour le limiter, on ne pourra pas le combattre complètement, mais pour le limiter, eh bien, il faut baisser au maximum les températures et puis bassiner les plantes quand c'est possible. Là, vous voyez les dégâts, ils sont souvent au niveau de la marge des fleurs. Donc, dégâts de trips sur Cattleya, ça c'est un grand classique. Vous avez 2-3 trips sur une fleur de Cattleya et la fleur est inutilisable au bout d'une journée. C'est un très petit insecte d'1 millimètre de long, mais qui fait de gros dégâts. Et puis la même chose sur une fleur de Maxillaria. Vous voyez un peu les dégâts que ça peut causer. Là, pourtant, la plante était à l'extérieur. C'est la première fois que j'ai vu ça, et la seule fois d'ailleurs. Était pourtant, c'était un été quand même assez chaud, mais là, et en plus, le problème, c'est que le thrips, c'est difficile à combattre. Alors, il y a de la lutte biologique, j'en parlerai après. Et puis sinon, ce qu'il est possible de faire, c'est mettre des plaques engluées, notamment des plaques bleues spécifiques pour le thrips, ou également vous avez des plaques
orange, hein, qui vont attirer un large spectre d'insectes prédateurs comme les aleurodes, des pucerons et donc le thrips, hein. C'est assez efficace. Il faut les disposer près de vos cultures, environ 15-20 cm des cibles, de manière à ce que les insectes soient plus attirés par la plaque engluée que par votre fleur. Mais voilà, le thrips est un gros ravageur qui apparaît de manière très rapide et il faut réagir vite, sinon ça peut faire des dégâts. Par contre, les plantes ne sont pas mises en danger. Ça, c'est ça l'avantage. Ça n'attaque que les fleurs. Et puis dans les grands classiques, également les acariens. Alors les acariens, les tétraniques, fausses tétraniques, qui sont souvent appelés du nom d'araignées jaunes ou araignées rouges également. On les distingue notamment des palpus dont j'ai parlé tout à l'heure avec l'OSV, par le fait qu'ils tissent des toiles. Alors déjà, ils sont plus gros, hein, on les voit à l'œil nu. On les voit mieux avec une loupe, bien sûr, mais on arrive à distinguer à l'œil nu et en plus, ils tissent des toiles. Donc, c'est vraiment la grosse différence. Alors, les acarios sur orchidées, bon, bah, là aussi, c'est un gros problème, hein, lié notamment à des chaleurs excessives et à des atmosphères trop sèches. Déjà, le fait de baisser, jouer sur l'ombrage, l'aération, la brumisation, la ventilation pendant l'été, et puis vraiment mouiller les plantes, hein, au moins le feuillage. Il ne faut pas hésiter à détremper, à mouiller le feuillage, même plusieurs fois par jour, quand il fait très chaud, comme on a eu il y a 2-3 ans. On n'a pas le choix. Après, ce qui fonctionne, comme je l'ai dit, c'est les traitements curatifs à base de savon noir et d'huile essentielle de Nîmes. Alors, ces huiles essentielles, hein, vous les trouvez dans les magasins bio et puis d'autres magasins spécialisés, mais il faut vraiment prendre la meilleure qualité. Pour l'huile essentielle de cannelle, je précise qu'il faut prendre l'huile essentielle de feuilles de cannelle. Et on trouve aussi l'écorce, hein, qui est peut-être même encore meilleure, mais en tout cas, la cannelle qui vient de Ceylan est la meilleure, hein. C'est une autre espèce, on trouve fréquemment l'huile essentielle de cannelle, mais de Chine. Ce n'est pas la même espèce et elle est moins efficace, je dirais. Et puis à droite, là, d'ailleurs, on le voit, c'est vraiment tout petit, Echinothrips sur maxillaria. Alors là, on les reconnaît, malheureusement, souvent, on voit qu'ils sont là trop tard. Une fois de plus, un peu comme les acariens, hein, c'est le même problème, c'est une question de température élevée, d'hygrométrie trop faible. À la saison estivale, les insectes sont très petits. Ils sont très mobiles, eux, hein. On en voit un là et un autre ici. On reconnaît leurs dégâts, c'est vraiment une plage blanche argentée sur la face inférieure des feuilles, et puis leurs déjections, toutes les taches noires sont leurs déjections. Ça nuit énormément aux plantes. On a du mal à s'en défaire. Une fois de plus, pour les combattre, eh bien, on agit sur le climat de la serre, et puis on dispose des plaques bleues, hein, ça les attire énormément. Mais il faut surtout veiller au climat, hein. Et autrement, dernier recours, huile essentielle de Nîmes ou également l'huile essentielle d'orange douce, a priori, est efficace. Alors la lutte biologique, bien sûr, ça existe. Là, vous voyez, dans les 2 cas présents, c'est au jardin de Luxembourg. Bon, je dirais que la lutte biologique, aussi pointue que celle-ci, est réservée aux professionnels. Déjà, premièrement, parce que, elle n'est pas accessible au grand public, hein. Ce sont des produits, très spécifiques, qui coûtent quand même relativement cher et puis qui sont délicats à mettre en place. La lutte biologique, donc avec des auxiliaires qui sont d'origine exotique, ne fonctionne bien que lorsque vous avez des grands abricultures, hein, des grandes serres. Quand vous avez des petites serres ou une véranda, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre parce que déjà, vous n'aurez pas assez de plantes, pas assez de nourriture à leur fournir. Et puis, il faut, comme je l'ai dit, de la diversité végétale. Il faut qu'ils aient des abris pour accomplir leur cycle. Alors, en général, au bout d'un certain temps, plusieurs mois, voire plusieurs années, on peut arriver à des très bons résultats avec la lutte biologique.
mais c'est quand même complexe et pas facile à réussir. Là, sur la photo de gauche, on lutte justement contre les attaques de trips avec les Oblizeus swirski, qui est un acarien, qui va attaquer les œufs et les larves de trips. En général, ils n'attaquent pas les adultes, ils sont trop gros pour eux. Et également, Phytocellulus persimilis contre le fameux Brevipalpus qui est le vecteur de l'OFV. Ça marche très bien, mais donc l'acarien, lui, va cibler les larves, les œufs et les larves une fois de plus. Il n'attaque pas les adultes. Donc, il faut vraiment les mettre en amont. Il faut mettre au plus près des foyers existants ou potentiels. Et puis, c'est vraiment un apport toute l'année d'auxiliaires qu'il faut acheter. C'est un coût, c'est pas facile à réussir. Et donc là, malheureusement, c'est surtout réservé aux professionnels. Alors, je sais qu'il y a la lutte biologique qui est vendue quand même en jardinerie, on en trouve pour les amateurs, et c'est surtout des chrysopes, des larves de chrysopes qui sont vendues. Donc, comme je vous l'ai dit, la chrysope est un très bon ravageur des ravageurs. Donc, à retenir, mais sachez que naturellement, comme je l'ai dit, les chrysopes sont présentes naturellement dans votre jardin et dans votre entourage. Donc, est-ce bien nécessaire? Peut-être en ville, et encore. Il est à savoir que la chrysope, quand on la lâche, quand on l'installe dans des lieux de culture, en général, on ne voit pas les cycles. Les larves se nourrissent, ce qui est le but. Elles nettoient les plantes, mais elles ne s'installent que très rarement. On n'a jamais vu ça. Donc, c'est difficile. Il faut constamment ramener, remettre en place de la lutte. Et voilà, c'est pas facile. Et puis pour terminer, les autres ravageurs, bon, alors c'est pas anecdotique parce qu'ils font aussi des gros dégâts. Nous avons à gauche dégâts d'escargot sur Phalaenopsis. Je vous l'ai dit, les Phalaenopsis, si vous les sortez à l'extérieur, surtout en suspension, soit accrochés aux branches d'un arbre ou sur des tablettes, en tout cas absolument pas au sol, parce que les limaces et les escargots adorent les Phalaenopsis. Là, on peut voir que la plante a été bien grignotée et elle n'est pas perdue. Elle peut reformer une pousse au centre, mais bon, d'un point de vue esthétique, c'est un petit peu dommage, quoi. Et puis, alors, pour les escargots, bien sûr, ne pas mettre les plantes à proximité. Dans les serres, ça arrive également, limaces, escargots. Les moyens de lutte, vous les connaissez. Il y a les appâts à base de phosphate ferrique. Et puis, sinon, on peut faire du piégeage tout bêtement avec soit de la bière dans des coupelles, où elles vont donc être attirées, elles vont se noyer, ou également faire du prélèvement en posant des rondelles de carottes. Alors, il faut des grosses carottes pour en attirer un maximum, mais c'est très efficace posé sur des terrines de repiquage, par exemple, ou même sur des potées. On arrive à éliminer comme ça pas mal de limaces et d'escargots, mais bon, il faut être patient, il faut faire ça tous les jours. Et puis, pour ce qui est du dégât des chenilles, bon, c'est plus anecdotique. On est rarement embêté avec ça, mais ça arrive, la preuve, là, le bouton floral a été grignoté par une chenille, et puis du coup, ça vous donne une fleur avec des pièces florales tronquées, donc pas très jolies. C'est dommage. Ceci dit, de là faire un traitement, c'est pas nécessaire. Là, pour les chenilles, quand vous êtes vraiment embêté, si ça devient récurrent, bon, faire la chasse aux chenilles, c'est difficile, souvent elles se cachent. Si on a affaire par exemple avec des noctuelles, elles sont actives que la nuit, donc difficile de les trouver. Elles s'enfouissent dans le substrat. Par contre, on peut les détruire avec du Bacillus thuringiensis, le fameux BT que l'on trouve en jardinerie et qui est très efficace. Donc, c'est un bacille qui libère des toxines lorsque il est ingéré par les chenilles qui passent sur les fleurs ou les organes végétaux. Donc, ça marche très très bien, mais ce n'est pas immédiat. Donc, il vaut mieux essayer de les trouver quand c'est possible, mais difficile. Donc, c'est un peu plus anecdotique que les escargots et limaces, mais voilà, c'est un autre problème. Donc, sur cette dernière photo, j'ai terminé mon exposé. Comme vous le voyez, il y a toujours des solutions. Et s'il n'y a pas de solution, s'il n'y a pas de
problème finalement. C'est avant tout d'ouvrir son lieu de culture à la nature, c'est travailler avec la nature et non pas contre, c'est ça l'idée. Hein. Et même sans pesticides, on peut très bien réussir à avoir de bons résultats et surtout profiter de ces floraisons. Merci Pascal pour cette présentation, à la fois très inquiétante par le nombre d'organismes qui s'attaquent aux orchidées d'une façon ou d'une autre, et puis plein de petits remèdes que l'on pourra utiliser. Alors, peut-être rapidement deux questions. La première, vous avez montré comment traiter des plantes que l'on recevrait, par exemple, donc avec un mélange d'eau, de savon noir et d'huile. La question, c'est faut-il rincer après ce traitement avec de l'eau et notamment faut-il utiliser de l'eau qu'on aura stérilisée, par exemple, par ébullition précédemment? Non, alors la plante qui est traitée comme ça, il faut que le produit reste sur le feuillage et les pseudobulbes, enfin les organes végétaux extérieurs. Donc on ne rince pas, on laisse ressuyer la plante, je l'avais peut-être pas dit, pas précisé, soit en extérieur à l'ombre si on est à la basse saison, ou sous une tablette, le temps que la plante est ressuyée, quoi. Non, non, on ne rince pas, surtout pas. Et je redis bien, on ne trempe pas les racines dans ce mélange de savon noir, huile essentielle, sinon on va avoir des brûlures. Hein. Merci. Alors, En général, sur les racines, il y a rarement des parasites. Ça m'est arrivé de voir une seule fois, des pucerons sur des racines d'orchidées. Mais voilà, j'ai jamais revu ce cas de figure. C'est très rare. alors, les questions sont souvent précises et assez nombreuses. Ce que je vais essayer de combiner plusieurs questions. D'abord, est-ce qu'il est possible d'utiliser d'autres mousses que des sphènes et dans les écorces qui sont fréquemment utilisées, faut-il préférer les feuillus aux conifères et aussi c'est quand rempoté dans le cycle de la plante? Ouais. Alors, pour les substrats, les éléments qui composent le substrat de culture des orchidées, parce que c'est vraiment celle parmi les mousses qui convient le mieux. Je déconseille d'utiliser d'autres mousses. Hein, c'est vraiment la sphaigne. Alors, je précise que la sphaigne, chez nous, dans la nature, dans nos bois, est protégée. On n'a pas le droit de la prélever. Hein. Donc, il faut acheter des sphagnes qui viennent du commerce. Il n'y a pas le choix. Mais ceci dit, on n'est pas obligé d'utiliser la sphaigne. Je l'ai signalé comme substrat idéal pour des plantes qui n'avaient plus de racines ou quasiment plus de racines. Voilà, ça c'est pour sauver, on va dire, c'est le substrat de sauvetage de plantes qui seraient en difficulté au niveau racinaire. Après, bon, pour certaines plantes qui ont besoin qui ont de gros besoins hydriques, je pense aux maxillaria, à des lycastes, à des angulois, des plantes comme ça, c'est le substrat idéal. Mais il peut convenir à presque toutes les orchidées, mais ce n'est pas le seul. Je vais dire, plein de substrats sont possibles à base d'écorce. Alors, on posait la question sur les écorces. En général, on utilise plutôt des écorces de résineux parce que le pH de l'écorce est très acide. Et ça leur convient bien. Par expérience, ça marche très bien avec. Alors, soit c'est des écorces de pin, hein, de pin européen, ou alors il y a des pins ou d'autres résineux exotiques. Mais bon, peu importe, ça marche très bien en général. Après, pour les écorces de feuillus, anciennement, on utilisait de l'écorce de chêne. C'était des résidus des teinturiers, des tanneurs, ce qu'on appelait le tan. Et c'est ce qui a été utilisé au 19e siècle, mais là, je ne connais personne qui les utilise. Hein. Alors après, je ne sais pas, je n'ai pas d'expérience personnelle. J'avoue que les écorces de résineux, c'est ce qui est le plus commun et qui marche le mieux. Merci. Alors, peut-être une toute dernière question parce qu'elle fait référence à un produit qu'on connaît bien. Utilisation du purin d'ortie ou du purin de prêle. On les connaît par ailleurs. Oui, Est-ce que c'est utilisable sur les orchidées? Dans quel cas? oui. Alors, bon, moi, personnellement, j'avoue, je n'ai aucune expérience sur les purins en culture de ce type. J'ai également entendu parler du purin de fougère, qui serait très bien. Donc,
je pense qu'on doit pouvoir les utiliser de manière, si on respecte les doses habituelles. Je ne vais pas dire que l'orchidée est un légume comme les autres, mais on peut essayer en tout cas d'utiliser ces purins. S'ils sont bien dosés, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur les orchidées. Hein. Je reprécise, hein, l'utilisation de l'alcool à 70, c'est vraiment quand on a des foyers d'orchidées, on ne fait pas de pulvérisation avec ça. C'est quand même assez caustique, hein, ça attaque un peu les organes végétaux, il faut y aller modérément. Hein. Mais les purins, oui, je pense que ça va être possible s'ils sont concentrés normalement. Merci.